Merci d'être avec nous dans ce tour d'horizon concernant les structures de données et les techniques de programmation. Aujourd'hui, nous allons voir la 18e leçon concernant les structures de données linéaires et les listes chaînées. Alors jusque-là, on avait parlé d'un certain nombre de liens qu'il y a entre les méthodes ou les algorithmes et les structures de données. On avait dit que le choix d'une structure de données, le choix d'une méthode, par exemple la recherche, dépend de l'organisation de données ou de la structure de données. On a vu comment est-ce qu'on pouvait avoir un certain nombre de structures de données, notamment les piles et les fils, comment on pouvait les avoir implémentées d'une façon statique. Alors aujourd'hui, on va regarder les limites de cette représentation statique. On va proposer une autre représentation dynamique d'une structure de données qu'on appelle les listes chaînées. On va voir un certain nombre d'exemples pour l'illustration. Alors justement, on parlera dès la première des départs de la représentation séquentielle et surtout des limites de cette représentation. Nous entamerons ensuite la représentation dynamique et la représentation des informations sous forme chaînée. Nous parlerons des différentes opérations, comme on l'a fait pour les types de données abstraits, piles et fils, on le fera pour les listes. On parlera des différentes opérations sur les listes. Ceci passera à travers un certain nombre d'exemples qu'on présentera tout à l'heure. Alors, quand on parle d'un type de données ou d'une structure de données, en fait c'est un concept et c'est quelque chose qui peut être abstrait. Évidemment, quand on parle d'un type de données pile, type de données fil, ce sont des types de données. La représentation ou la mise en œuvre reste un autre problème. On peut mettre en œuvre une pile en utilisant un tableau, par exemple. On peut utiliser une autre représentation. Alors, généralement, quand on utilise une représentation par tableau, une représentation séquentielle, eh bien, les choses se présentent de cette façon. Alors, par exemple, là, vous avez la représentation d'une pile, eh bien, on peut la représenter par tableau. Alors, ce qu'on peut noter ici, donc il y a un certain nombre de remarques qu'on peut faire sur cette représentation. Donc là, vous avez une pile avec un tableau VEC et puis le sommet de la pile. Alors, c'est très important de donner le maximum de la pile, le nombre maximum d'éléments, max, et vous le définissez à la compilation, c'est obligatoire parce que le compilateur a besoin de connaître la taille du tableau dès le départ. Évidemment, on avait parlé des tableaux, on a parlé des tableaux statiques et des tableaux dynamiques. Là, on est en train de parler de tableaux statiques, c'est-à-dire que la taille doit être précisée dès le départ si on ne veut pas sortir du cadre de la mémoire qui nous est allouée. Évidemment, une fois qu'on a fixé cette taille-là, on ne peut pas revenir en arrière. Au niveau de l'utilisation, je ne peux pas utiliser, par exemple, là, une pile de plus de 100 éléments, par exemple. Et puis, parfois, je peux utiliser la moitié, ou même 2, 4 éléments. Donc là, il faut bien choisir ce nombre maximal. Et automatiquement, là, on tombe au niveau des problèmes de cette représentation, c'est que on a une capacité qui est soit non utilisée au maximum, soit une capacité qu'on dépasse vite fait. Alors, non utilisée au maximum, c'est-à-dire, on a parlé de piles de 100 éléments au maximum, mais peut-être que tout le temps, on utilisera des tableaux de 2, de 5, de 50, de 25, etc. Mais probablement, une fois, on utilisera 100, et c'est pour cela qu'on a ce maximum. Donc, capacité non utilisée au maximum. Autre problème qui peut se poser, c'est que on peut dépasser la capacité. On peut se dire, oui, une seule fois, peut-être on utilise une capacité de 100, pourquoi ne pas limiter à 50? Mais on peut arriver facilement à un dépassement de capacité. Alors on l'a vu, quand on a implémenté, pour une pile, on a implémenté l'insertion dans une pile, on a dit, il faut faire attention à ne pas déborder. Et ne pas déborder, ça veut dire qu'il ne faut pas aller à max. Si max est fixé par le programmeur dès le départ, à la compilation, eh bien, on risque peut-être de dépasser cette capacité. D'où l'idée de dire, tout simplement, la capacité de la pile peut éventuellement être définie, non pas par le programmeur A au moment de la compilation, mais
en quelque sorte par le programme au moment de l'exécution. Et c'est là où on arrive donc à la représentation dynamique. Donc le problème de la capacité qui se pose donc au niveau on n'a pas assez de place ou bien on a plus de place qu'il faut, ça c'est un problème. Il y a d'autres problèmes évidemment qui se posent. Là je vous donne juste deux. Au niveau de la représentation d'une pile, bon, on en a parlé, on peut imaginer la représentation de deux piles. Quand vous avez deux piles, évidemment, on peut représenter deux piles séparées. On peut imaginer une représentation beaucoup plus simple en utilisant les deux piles qui sont dans un sens et dans l'autre. Là, c'est une représentation quand même optimale, parce que là, en fait, au niveau, là on est en train de parler de l'abstraction de piles, mais au niveau de la représentation, on a un seul tableau qui va être représenté. Il y a une pile qui évolue dans un sens, et une autre pile qui évolue dans l'autre sens. Bon, si on avait deux piles, si on avait deux piles qui sont séparées, on peut facilement atteindre le maximum de l'une ou de l'autre sans que les deux soient remplis. Alors on peut imaginer cette solution, on les rejoint les deux, et puis une pile peut déborder dans la place réservée pour l'autre. C'est une façon de faire, hein, on peut imaginer ceci, on peut le faire par tableau. Alors évidemment on ne peut pas faire plus, si on a trois piles par exemple, eh bien c'est très difficile de représenter 3 piles ou 4 piles, etc. Bon, on peut dire exactement la même chose que avec une représentation séquentielle, il est relativement difficile de représenter un tableau, si vous voulez, qui représente plus de 2 fils. Donc là, les limites de la représentation séquentielle sont doubles ou triples. D'abord, on peut facilement atteindre la limite, hein, capacité donc atteinte vite. On peut ne pas utiliser le maximum de la capacité. On peut ne pas faire un certain nombre d'optimisations, notamment en utilisant 2 piles ou 2 fils. Et là, donc, on arrive à la représentation dynamique. Alors, avant, juste un petit exemple encore pour se convaincre et pour illustrer ces difficultés ou ces revers au niveau de la représentation séquentielle. Imaginez donc que vous travaillez sur les polynômes. Donc vous faites du calcul symbolique sur les polynômes, vous faites de l'addition de polynômes, de la multiplication de polynômes, etc. Donc il s'agit de représenter d'abord les polynômes pour faire les opérations là-dessus. On sait qu'un polynôme, donc par exemple celui-là, il est représenté par un ensemble de monômes, donc la somme d'un ensemble de monômes. D'abord il faut représenter un monôme et puis un polynôme. Bon là, on pense que la représentation séquentielle ici, on ne va pas représenter les variables x, y et z, plutôt on va les représenter par des lignes. Hein. On peut représenter tout ceci par un seul tableau, où il y aurait des x et des y. On peut imaginer, puisque là vous avez 3 variables, eh bien on peut imaginer donc une représentation à 3 dimensions. Si je vous propose donc la représentation suivante, en fait là vous avez 2 dimensions, en x et en y, mais en fait, il y a 3 dimensions parce que tout ce qui est en z, il est répété. Et là, vous voyez donc les 3 premières colonnes qui sont ici, ça représente en fait x et y, mais pour z à la puissance 0. Et puis les 3 autres colonnes, ça représente z à la puissance 1, les autres z à la puissance 2. Alors ça nous donne une représentation, par exemple, et on ne peut pas faire autrement, une représentation du polynôme 9x carré plus 5xz au carré, etc., ça va être représenté par 9. Donc je représente ici les coefficients. 9, x au carré, y à la puissance 0 et z à la puissance 0, c'est-à-dire 9x au carré. Les autres, j'ai 5xz au carré, y au carré, donc y carré, avec des puissances de z et de x qui sont à 0, yz, donc là j'ai y, et z avec la puissance de x, c'est 0, donc 1. Et là, vous voyez, j'ai 4 monômes, 4 valeurs, 4 coefficients qui sont différents de 0 dans mon tableau. C'est une représentation séquentielle possible. En fait, on ne peut pas enlever quelque chose là. Hein. Si vous voulez enlever ici, vous avez des colonnes qui sont à 0. Si vous les enlevez, ça veut dire qu'il faut enlever complètement le z au carré. Hein. En fait, la dimension 3 z au carré, il faut l'enlever alors que j'ai un z au carré. Donc on ne peut pas faire mieux. Alors, les problèmes au niveau de
cette représentation, c'est qu'il y a une perte de mémoire. Et là, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a ici une perte de mémoire parce que tout simplement, vous avez un tableau, une perte de mémoire parce que vous avez un tableau qui est assez creux. Hein, il y a plein de zéros à l'intérieur. Et puis, si on veut, par exemple, enlever un monom, moins 5xy, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tester ici, moins 5, donc là, il y avait 5x, pardon, xz carré, ben, moins 5xz carré, ça me donne 0. Et là, évidemment, on a des zéros. Mais je suis obligé, puisque la représentation elle a été figée au départ, je suis obligé de garder maintenant cette colonne, hein, cette grande colonne composée de 3 colonnes. Je suis obligé de la garder alors que, en fait, je n'ai aucune représentation en z au carré. Hein. Donc vous voyez, quand vous enlevez un élément, eh bien, bah, vous ne gagnez pas. Vous n'avez pas, vous avez de l'espace qui est perdu, mais en fait, vous n'avez pas d'espace. Vous n'avez pas d'espace, ça veut dire, je m'explique, quand vous ajoutez un monom, par exemple, x3, eh bien, vous n'avez plus de ligne correspondant à x3. Donc, si vous voulez ajouter le monom, ben, il faut créer une autre ligne pour ce monom-là. Donc, vous n'avez pas assez d'espace pour représenter des polynômes de degré plus grand. Même pour ajouter x3, il faut ajouter une ligne, c'est ce que vous n'avez pas prévu. Et si vous l'aviez prévu dès le départ, eh bien, vous perdrez beaucoup d'espace. Et là, on voit bien l'état, si vous me permettez, de la représentation séquentielle. Alors, la représentation dynamique, eh bien, c'est simplement le fait de dire que bah, je vais réserver ce dont j'ai besoin. C'est aussi simple que cela, mais bon, évidemment, il faut une mise en œuvre. Alors, la représentation dynamique utilise donc de l'allocation dynamique. Quand on parle de l'allocation dynamique, on parle de la réservation, on parle de pointeurs ou de structures pointées. Donc, les monomes de tout à l'heure, on peut les représenter sous cette forme-là. Maintenant, on a une structure pointée. Hein, donc c'est une structure composée d'un certain nombre de champs qui sont exactement les coefficients, les puissances en x, en y et en z. Et puis on ajoute un champ suivant pour indiquer le prochain monom. Et puis, alors le début ou le terme, il est indiqué par une structure, par une variable dynamique qui est appelée ici terme. Là, vous avez la représentation de 9x carré. Qu'est-ce qu'on perd ici? On ajoute tout simplement, bon, vous avez ici un pointeur qui indique un pointeur sur le suivant, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais ce qu'on gagne, c'est que il y a plein de zéros, il y a plein d'espace qui n'a pas été, disons, utilisé dans l'ancienne représentation. Maintenant, je peux l'utiliser. Si je tends donc cette représentation à l'ensemble du polynôme, ça va me donner quelque chose comme ceci. Voilà la représentation avec exactement ce dont j'ai besoin. Là, j'ai une représentation d'un polynôme avec les 4 monomes, le polynôme de tout à l'heure, et vous voyez bien que le premier monome 9x au carré, il est représenté ici, et puis vous avez le second monome ici. Bon, le sens, c'est un autre problème, mais en tout cas, j'ai 4 monomes, et le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou si vous voulez dans ce sens, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous verrez pourquoi on a ces flèches, et parce que l'insertion, on l'a fait à chaque fois au début. Et puis le polynôme, c'est tout simplement une variable dynamique, un pointeur si vous voulez, qui pointe sur le premier. Et le premier connaît le deuxième, qui connaît le troisième, qui connaît le quatrième, et nul pour indiquer la fin de la liste. Donc là, on a la représentation du polynôme par ce qu'on appelle un chaînage des éléments ou par liste chaînée. Maintenant, si on revient à l'exemple de la suppression d'un élément, les choses deviennent très très simples. C'est-à-dire pour supprimer par exemple 5xz carré, c'est-à-dire le polynôme qui est indiqué ici, eh bien pour éliminer ce polynôme, il suffit tout simplement, ce polynôme-là, il suffit tout simplement de changer le chaînage. Chaînage qui veut dire tout simplement cette flèche-là ne pointe plus sur cet élément-là, mais il pointe sur cet élément, en fait, c'est un monome. On avait déjà vu comment est-ce qu'on pouvait manipuler les pointeurs. C'est un changement de pointeur, c'est une affectation, à une affectation près, eh bien, avec une affectation, la suppression, elle est faite, ou presque.
ou presque, parce qu'il reste tout simplement à désallouer. Mais ça, c'est un appel de fonction, free, qui permet de désallouer cet espace-là. Donc quand on parle de la représentation dynamique, on parle de l'allocation dynamique, hein, et on parle de changement de pointeur, on parle d'affectation de pointeur, et évidemment, on parle aussi de la libération de la mémoire, parce que si vous ne la faites pas, on en a déjà parlé, si vous ne la faites pas, ce n'est pas au système de le faire, vous aurez un certain nombre de miettes qu'il faut à un moment donné collecter. Voilà, donc la suppression se fait relativement facilement quand on utilise une représentation dynamique. Et là, le mot-clé, c'est qu'avec une représentation dynamique, j'utilise des structures dynamiques, des pointeurs, mais surtout, je gagne au niveau de l'espace parce que je ne réserve que ce dont j'ai besoin. Eh bien, la réservation se fera par malloc, on sait, et la libération de la place, si je n'en veux pas, se fera par free, et ça, c'est au moment de l'exécution, c'est très important. Alors, on va prendre un exemple pour schématiser tout le travail qu'on va faire. On va prendre l'exemple, par exemple, d'une association scientifique. Donc, on suppose qu'une association scientifique décide de maintenir donc son fichier d'adhérents, hein, et on veut donc gérer l'ensemble des adhérents de ce fichier. Mais évidemment, le traitement sur le fichier se fera sur les enregistrements qui vont être chargés en mémoire pour travail. Alors, un adhérent serait donc référencé par un ensemble d'informations. Hein, on va dire un adhérent, il est connu par la ville, le nom, hein, la ville où il réside, le nom, son nom, et il est connu par l'adresse, connu par le domaine d'intérêt. Par exemple, on peut coder le domaine d'intérêt, on peut mettre 1 pour l'informatique, 2 pour mathématiques, 3 pour physique, 4 pour électronique, etc. Donc le domaine d'intérêt. On peut ajouter d'autres informations, hein, on peut ajouter email, etc. Bien, c'est juste pour simplifier. En fait, on va simplifier davantage et on va considérer que ces informations sont limitées au nom, hein, pour le moment, et on va considérer qu'on a une association scientifique qui gère ses adhérents dans une ville donnée, une seule ville. Puis on essaiera de généraliser donc après. Donc voilà, les adhérents, ils appartiennent à la même ville et on ne connaît que le nom des adhérents, donc pour simplifier la présentation. Maintenant, les adhérents, eh bien, comment est-ce qu'on va les représenter? On va les représenter par un ensemble de... Chaque adhérent, c'est une structure, on va appeler ça un nœud. Un nœud qui va contenir deux informations pour nous, le nom, hein, deux informations. L'information principale, c'est le nom. Une autre information, elle consiste tout simplement à dire chaque adhérent connaît le suivant. Hein. Donc un adhérent, il a le nom, mais il connaît le nom du suivant, pas exactement le nom. Il connaît l'adresse au niveau de la mémoire du suivant. Donc on aura par exemple André et Mouad, par exemple, ce sont deux adhérents. Et André, c'est une information qui est le nom, avec dans la structure un champ qui est un pointeur, c'est une adresse, et bien qui pointe sur le second, la même chose pour l'autre. Donc un nœud, ça c'est un nœud, là j'ai une représentation avec deux nœuds. Un nœud, c'est le nom et l'adresse du suivant. Donc si je prends cette représentation-là, eh bien, je peux dire que une représentation dynamique de mon association, c'est un certain nombre de nœuds. Dans chaque nœud, il y a l'information qui représente l'adresse du nœud suivant. Alors, ces nœuds, ils peuvent être introduites, disons, dans la structure, dans un certain ordre. Alors ça peut être l'ordre, par exemple, des adhésions. Donc le premier qui a adhéré, c'est Julien, puis après Mouad, puis après André, puis après Thomas. C'est dans l'ordre d'adhésion. Alors le nouveau, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui adhère, eh bien on va le chaîner. On reviendra sur ces problèmes d'adhésion, en fait, ces problèmes d'ajout d'un élément à notre structure. Voilà à quoi ça ressemblerait notre liste de personnes. Hein. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous avez un pointeur sur le premier. Connaissant le pointeur sur le premier, en fait, on peut connaître tous les éléments jusqu'à la fin. Alors, c'est très important, parce qu'au départ, il y a une adresse d'un premier, et puis on peut s'arrêter. Les autres,
eh bien, on les rend responsables, les autres nœuds. Les autres, si vous voulez, les autres adhérents, en plus de la responsabilité qu'ils ont au niveau de l'association, eh bien, ils ont une responsabilité au niveau de connaître quel est le suivant dans la liste. Le suivant, autrement dit, celui qui a adhéré juste avant eux. Alors, tout à l'heure, si j'ai parlé de la relation à l'intérieur de la structure, la relation, c'est-à-dire moi je connais celui qui a adhéré avant moi, en fait la relation d'ordre n'est pas préservée au niveau de la représentation mémoire. La représentation que je vous ai donnée, évidemment, ce n'est pas exactement la représentation mémoire, c'est une représentation avec des flèches, juste pour qu'on comprenne les choses. Au niveau de la mémoire, c'est une autre histoire. On va voir justement cette histoire. L'ordre, il est géré d'une façon explicite. Là, on voit l'ordre, et l'ordre logique, pas physique, pas au niveau de la mémoire, il est géré d'une façon explicite. On passe de l'un à l'autre en utilisant le pointeur suivant. Alors, au niveau de la mémoire, si vous voyez ici, la mémoire peut se présenter sous cette forme-là. Et là, vous n'avez pas des flèches et vous n'avez pas l'ordre que j'avais tout à l'heure. Là, j'ai quoi? J'ai des pointeurs qui sont notés ici avec à l'intérieur des adresses 2004, 2000, etc. Par exemple, si je m'intéresse à la liste des adhérents, je dois commencer par le premier pointeur premier. C'est celui-là qui va me mener vers le premier adhérent. Et le premier adhérent, son adresse, c'est 2004. Là, j'ai supposé que les adresses, c'était quelque chose de simple, avec quatre avec des nombres de 4 chiffres, donc relativement simple pour comprendre. Vous avez des adresses en mémoire, là vous voyez l'adresse 2000, 2002, mettons deux mots mémoire pour représenter donc un nœud, 2002, 2002, etc., etc., 2004, 2006, 2008, etc. Bon, évidemment, ce ne sont pas les années, ce sont des adresses au niveau de la mémoire. Le premier, il pointe sur 2004, et 2004, c'est qui? 2004, on va regarder, c'est Thomas. Évidemment, Thomas, c'est le premier de la liste. Mais Thomas, il connaît 2000, autrement dit, il connaît le second de la liste, qui se trouve ici. C'est André, qui connaît le prochain dans la liste. Et le prochain dans la liste, c'est 2008. Et 2008, c'est qui? C'est Mouad. Qui connaît le prochain dans la liste, c'est 2006. 2006, eh bien, je la retrouve là, c'est Julien. Julien, il connaît quelqu'un. Ah non, c'est une adresse vide, c'est une adresse qui est égale à 0. Autrement dit, pour nous, c'est la fin de la liste. Voilà une représentation de ma liste, mais au niveau de la mémoire. Donc l'ordre que vous avez vu tout à l'heure, au niveau de la liste, n'est pas préservé au niveau de la mémoire. Bien, alors, maintenant, on a parlé donc de la représentation séquentielle, on a dit qu'on perd beaucoup d'espace, peut-être qu'on n'a pas assez d'espace. On a parlé de la représentation dynamique, pour gagner de l'espace. Eh bien, l'intérêt global, ou quand est-ce qu'on peut utiliser la chose? Eh bien, l'intérêt global, c'est de gagner de l'espace. Évidemment, on perd un petit peu au niveau de la programmation. Donc au niveau de la programmation, il y a un certain nombre de choses qu'il faut gérer correctement. Mais dans tous les cas, utiliser une structure de données dynamique, c'est pratique lorsqu'on veut stocker un nombre indéterminé d'éléments de même type. Donc lorsqu'on veut déterminer un nombre, généralement très grand, un nombre indéterminé d'éléments de même type dans un certain ordre. Alors c'est très important de souligner le mot indéterminé, c'est-à-dire on ne sait pas exactement si on a 100, si on a 20, si on a 30, etc. Là c'est très important d'avoir quelque chose de changeant d'une exécution à une autre, donc de dynamique. Alors si on a parlé du nombre donc, qui est indéterminé, on a parlé aussi de l'ordre. Maintenant, comment est-ce qu'on peut imaginer cet ordre? Cet ordre, vous l'imaginez comme vous voulez, ça dépend de votre application. Alors ça peut être par exemple par chronologie d'insertion.
hein, l'ordre, le premier qui vient, etc. Donc on a cet ordre-là, mais ça peut être par valeur des éléments insérés. Enfin, l'ordre, on peut l'imaginer comme on veut, mais c'est l'ordre, il est vraiment logique et pas exactement physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, la représentation au niveau de la mémoire de la liste. On en a déjà quelques idées, hein. Donc on a déjà défini des types structures, on a déjà défini des types pointeurs, et on a déjà dit que à l'intérieur d'une structure, je peux définir un pointeur. Je reviens un petit peu là-dessus pour vous dire que mon nœud, hein, le nœud que j'ai maintenant, eh bien, c'est un ensemble de champs dans l'information, en l'occurrence ici c'est le nom, et puis un autre champ qui est le suivant. Je reviens juste pour vous dire que ici suivant, c'est un pointeur sur la même structure que je suis en train de définir. Pas de problème, ce n'est aucun problème, puisque le pointeur, eh bien, puisque j'ai un pointeur, le compilateur n'a pas besoin de connaître la taille de la structure. Hein. S'il avait à connaître la taille de la structure, ben, je ne peux pas la définir à l'intérieur. Donc il n'a pas à connaître la taille de la structure, donc je peux le faire de cette façon. Voilà, mon adhérent, il est défini aussi simplement que cela. Évidemment, la liste des adhérents, ben, ce n'est pas un tableau, c'est tout simplement le pointeur sur le premier élément. Hein. Donc je vais le noter comme ceci, adhérent étoile, premier. Mon premier adhérent, ben, c'est une variable dynamique premier. Maintenant, ben, je peux imaginer toutes les fonctions que je veux, hein, pour insérer des éléments, etc. Alors, juste une remarque pour passer, c'est que lorsque vous déclarez une personne comme étant donc adhérent étoile personne, là, vous n'avez pas créé de liste. Hein. Vous avez tout simplement créé une variable dynamique qui pointe sur quoi? On ne sait pas. D'ailleurs, ben, la liste n'existe pas maintenant. Hein. Donc, pour le moment, il n'existe pas. Eh bien, on va regarder comment est-ce qu'on va l'initialiser. L'initialiser, bah, ça a une valeur nulle, on a vu cette valeur. La valeur nulle, c'est une valeur spéciale qui ne représente aucune adresse. Hein, premier égal à nul, c'est l'initialisation de ma liste. Et puis, nul, ça indiquerait tout le temps la fin de la liste. On va décrire la liste, on arrive à nul, on est arrivé à la fin. Alors, regardons maintenant les différentes opérations comme type de données abstrait. Regardons les différentes opérations qu'on peut effectuer sur les listes. Alors, je vais passer en revue les différentes opérations et puis je vais regarder une à une quelques-unes de ces opérations. Alors, ce qu'on peut faire sur une liste, on peut l'initialiser, et ça on l'a vu. On peut construire une liste. Alors, construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire insérer un certain nombre de choses, ou eh bien, on peut insérer un élément au début. On peut insérer un élément à la fin, on peut insérer un endroit bien précis si on veut, donc insérer un élément avant un élément de la liste dont on a accès, ou bien après un élément de la liste dont on a accès, donc les problèmes d'insertion, hein, des éléments. On peut aussi faire un certain nombre de modifications. Grosso modo, on peut supprimer un élément, donc on peut supprimer l'élément au début, supprimer l'élément à la fin. On peut aussi supprimer un élément dont on a accès directement par une adresse, par un pointeur, donc. Donc, grosso modo, on peut avoir donc ces opérations de base. Il y a évidemment d'autres opérations qui ne concernent pas la construction ou la modification, mais qui concernent l'accès à un élément ou à plusieurs éléments. Donc, je peux vouloir avoir accès au premier élément, rechercher un élément, donc décrire la liste jusqu'à trouver un élément, ou encore parcourir toute la liste pour déterminer l'ensemble des éléments. Je peux aussi parcourir toute la liste en vue de calculer la longueur de la liste ou le nombre d'éléments qui existent dans la liste. Alors, l'insertion en tête, alors regardez, on va rentrer dans le code. L'insertion au début de la liste. Donc, on suppose qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments, éventuellement, qui sont dans la liste, et je vais ajouter, donc construire la liste, ajouter un nouvel élément. Alors, tout d'abord, il faut créer un nouveau élément. Donc, si je veux ajouter, par exemple, un nouvel adhérent, dont le nom est spécifié ici au paramètre, eh bien, je crée
un nouveau nœud. Et ça, je le fais par adhérent étoile P égale malloc. Alors, faites attention, là, j'ai réduit un petit peu l'appel à malloc. Malloc qui est là, vous ne l'avez pas en C, M majuscule, vous ne l'avez pas. Normalement, vous devez écrire adhérent étoile, malloc M minuscule, etc. C'est juste pour simplifier. Je suppose que j'ai un macro, donc défini pour cela. Donc, j'alloue de l'espace pour un adhérent et le système me renvoie un pointeur sur une zone au niveau du heap, au niveau du tas, pointé par P. Une fois que je l'ai fait, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à remplir ce nœud, puis après à le mettre dans la liste. Hein. C'est ce qu'on fera. Donc là, remplir avec le nom, mettons André, eh ben, c'est string copy P flèche nom. Là, j'ai rempli donc le nœud, et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de chaîner dans la liste, de l'ajouter dans la liste des adhérents. L'ajouter dans la liste des adhérents, ça revient en fait à changer ce pointeur, et c'est exactement quoi? C'est le pointeur P, un champ, deux champs, donc P flèche nom, P flèche suivant, reçoit, affectation de pointeur, la même chose que premier, la même adresse. Voilà. Donc j'ai fait avec cette instruction-là, j'ai lié le nouveau nœud à la liste. Mais la liste, elle est toujours pointée par le premier. Hein, c'est la variable connue pour la liste. Le premier élément de la liste, c'est celui-là. Donc maintenant, il faut changer pour dire que le premier, c'est André. Eh bien, changer ça, ça revient à dire que premier et P pointent sur la même chose. Premier reçoit P, c'est l'affectation qui me permet donc de faire le chaînage. Évidemment, le cas particulier où la liste de départ était vide et j'ajoute le premier élément ne se pose pas, parce que vous pouvez remarquer que même si la liste était vide au départ, quand je fais P flèche suivant égale premier, ça veut dire que cette flèche-là, ou ce pointeur, pointe sur la même chose que premier, donc il pointe sur nil. Ce qui veut dire que André est le dernier de la liste. Et puis quand je fais premier égale à P, hop, eh bien premier pointerait sur André, ce qui veut dire que j'aurai une liste d'un seul élément, sans aucun problème, il n'y a pas de test à faire pour lorsque la liste est vide. Maintenant, pour l'insertion donc en tête, eh bien, vous pouvez voir le code complet à ce niveau-là. Alors, si je m'intéresse maintenant à l'insertion, non pas au début de la liste, mais à la fin de la liste. L'insertion à la fin de la liste, alors toujours le même principe, je dois réserver de l'espace pour mon adhérent et mettre l'information. En l'occurrence, ici, c'est le nom. Voilà, donc j'ai réservé. Hein. Alors, ici, j'ai mis l'information André dans la liste, mais aussi j'ai mis le pointeur suivant sur nul. Bah, c'est parce que je prévois qu'André serait à la fin de la liste. Hein. Et bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dois mettre André à la fin de la liste. Vous avez une liste composée d'un certain nombre. Vous avez ici un pointeur avec des pointillés qui veut dire qu'il y a plusieurs nœuds avant d'arriver à Julien. Donc là, le nœud que je peux voir, c'est celui que je peux voir à partir de premier. C'est le premier. C'est Marie. Mais les autres, je ne les vois pas. Il faut que je parcours la liste pour arriver au dernier. Donc j'ai besoin de parcourir la liste et ça, c'est le rôle de la variable save. Donc je vais parcourir la liste un à un jusqu'à arriver au dernier. Je commence par le premier. Et là, vous voyez la boucle. Hein, on commence par le premier et puis on va. Hein, on parcourt, save, reçoit save, suivant. Regardez, là, c'est une sorte d'incrémentation, mais au niveau du pointeur. C'est-à-dire, je passe de save, qui pointait ici, sur save suivant, sur save suivant, sur save suivant, et à un moment donné, j'arrive à la fin. Quand est-ce que je saurai que je suis arrivé à la fin? Ce n'est pas lorsque save est à nul, mais c'est lorsque save suivant est à nul. Alors, faites attention, parce que si vous mettez le test save différent de nul, ça veut dire que vous allez tomber, si vous voulez, ici. Et vous n'aurez pas le dernier, à moins que vous ayez un pointeur derrière pour vous dire, là, c'est le dernier. Donc, save doit pointer sur le dernier, c'est-à-dire que c'est save suivant qui est égal à nul. Une fois qu'on l'a trouvé, ben maintenant, reste à faire le chaînage. Il faut comprendre, manipuler maintenant les variables dynamiques pour faire le chaînage. Premier chaînage, c'est de dire, Julien n'est plus le dernier, elle est liée à André. Puis, André, il est déjà le dernier, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On a fait l'insertion à la fin. Maintenant, vous voyez la liste. Maintenant, la liste, elle est composée de la première, plus André que je viens de rajouter, il est le dernier de la liste. Et oui, maintenant, est-ce qu'on doit considérer que la liste, lorsque la liste est vide, ou pas? Alors regardez, lorsque la liste est vide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque la liste est vide, tout le parcours qu'on a fait tout à l'heure pour dire save flèche suivant,
eh bien, ne marcherait pas, parce que save au départ est pointé sur premier, save suivant n'a pas de sens. Hein. Donc, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure marchait lorsque la liste n'est pas vide. Alors, si la liste est vide, là, c'est un autre traitement. Si la liste est vide, ça devient assez simple, mais c'est un autre traitement. Assez simple parce qu'il suffit tout simplement de dire que le premier, c'est celui qu'on veut ajouter, tout simplement. Autrement dit, premier reçoit P, là, l'instruction, et on a construit donc une liste avec un seul élément. Au départ, elle était vide. Alors, maintenant, si je décide que les adhérents, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je le mets au début de la liste ou à la fin de la liste. Mettons au début parce que c'est relativement simple. Mais si je décide autrement, je dis que les adhérents, à chaque fois, ils doivent être dans l'ordre, pas de leur adhésion, mais dans l'ordre alphabétique des noms. Comment est-ce que je dois faire? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la liste doit être ordonnée par nom. Et quand j'ajoute quelqu'un, eh bien, il faut que je choisisse la place. Là, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Éventuellement, ça va être quelque part au milieu. Hein. Éventuellement, le début ou la fin, mais généralement, quelque chose au milieu. Alors, par exemple, quand je veux ajouter Pierre, eh bien, Pierre, il faut que je cherche. Pierre, c'est après André, donc je ne peux pas l'ajouter au début. Hein. Et je cherche, à un moment donné, je m'aperçois que c'est entre Julien et Thomas parce que J est plus petit que P, qui est plus petit que T, tout simplement. Hein. Donc il faut parcourir la liste jusqu'à trouver l'emplacement. Comment parcourir la liste? Eh bien, on va utiliser un pointeur, et à chaque fois on passe, donc pointeur par exemple pred égale pred suivant, pred égale pred suivant, et à un moment donné, on va se trouver avec pred suivant, hein, c'est-à-dire l'élément pointé par pred suivant, il est plus grand. Dès qu'on trouve qu'il est plus grand, on sait qu'il faut le placer entre pred et pred suivant. Voilà, et on le place. Une autre façon de parcourir, c'est, au lieu de parler de pred et de pred suivant, on peut utiliser deux pointeurs, un précédent et un suivant. On peut les appeler P1 et P2, qui vont se déplacer en parallèle. Il y a le premier qui cherche l'élément le plus grand, et l'autre qui le suit. À un moment donné, je sais que je peux les placer entre les deux. Bon, là, on peut gagner un petit peu au niveau, pas au niveau du temps, mais on peut gagner au niveau de la lisibilité de la chose. Et si on décide de faire de cette façon-là, eh bien, insérer un élément entre P1 et P2, ce n'est pas un gros problème. Quand on a compris donc l'affectation des pointeurs, eh bien, le placer entre P1 et P2, c'est un problème de chaînage. Il faut chaîner correctement donc les adresses. Alors il s'agit tout simplement d'ajouter ici un pointeur, donc pour dire que maintenant Pierre il suit Julien, et puis un autre pointeur ici pour dire que Thomas il suit Pierre. Donc une fois qu'on a réalisé sur du papier ceci, on peut aller pour mettre en œuvre l'insertion ordonnée. Voilà, donc ça je vous laisse en exercice évidemment. Hein, tout simplement à vous dire que comme remarque ou comme indication, quand vous mettez en œuvre donc l'insertion dans une liste ordonnée, il faut faire attention au cas où le nom doit être le premier de la liste. C'est un cas très particulier quand il est le premier de la liste. L'analyse qu'on a faite, on l'a faite en se basant sur le fait que l'élément à insérer sera inséré entre deux pointeurs. Évidemment, au départ, P1 et P2, ils partent du premier élément. S'il n'y a pas de premier élément dès le départ, si l'élément à insérer, il est vraiment inséré au début, cette analyse est fausse parce que P1 et P2 ne sont pas différents. Donc là, il faut regarder ce cas particulier où P1 et P2 sont différents. Et là, on peut regarder sur cet exemple que je ne vais pas commenter. Hein. Donc c'est juste pour vous, donc pour indication. Maintenant, une deuxième opération très importante, c'est le retrait d'un élément de la liste. Quand je décide d'enlever un élément de la liste, j'avais dit au début de la présentation que c'est relativement simple parce qu'il y a juste un chaînage. Alors peut-être il faut regarder quelques cas particuliers, lorsque la liste est vide, lorsque la liste contient un seul élément, etc. Alors ça, on va la regarder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'enlève un élément, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre le prédécesseur de cet élément. Quand je le cherche, il ne suffit pas de chercher l'élément, mais il faut aussi s'arrêter au prédécesseur, celui qui est avant. Pourquoi? Parce que celui qui est après, on peut le trouver directement, mais celui qui est avant, dès qu'on a
sauté, ben, on ne le retrouve plus, il faut recommencer. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention aux prédécesseurs. Autrement dit, si on veut par exemple que Pierre n'est plus dans l'association, eh bien il faut se souvenir de Julien quand on a trouvé Pierre. Hein. Donc ça veut dire que, eh bien, on parle du prédécesseur, et je sais que celui qui va être éliminé, c'est le suivant du prédécesseur. Alors, on cherche, donc la première fois, la première des choses, puis après on fait le chaînage tout simplement. Hein, le chaînage entre Julien et Thomas. Reste tout simplement que ça doit être éliminé. Donc c'est quelque chose qu'on peut, on peut mettre un free pour l'éliminer. Alors, la recherche se fera jusqu'à trouver l'élément. Alors, le cas où il est le premier se pose évidemment, parce que là, tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle du prédécesseur, eh bien, le premier élément, le cas où il est le premier élément se pose, parce que le premier élément n'a pas de prédécesseur, en quelque sorte. Hein. Donc, si c'est le premier élément, prédécesseur, ça doit être où hein. Ça ne peut pas être le premier, ça doit être avant. Alors, c'est pour cela que c'est un cas qu'il faut traiter à part, mais le traiter à part, c'est simple. Allez, je vous laisse donc faire l'exercice. Hein, donc, le retrait d'un élément, donc le code, vous l'écrivez vous-même en exercice. Et un autre exercice, en fait, c'est une généralisation de notre association. Donc, maintenant, on le généralise à plusieurs villes. Alors, la question serait, quelle est la structure de données la plus performante qui permet d'éditer donc la liste de tous mes adhérents d'une ville donnée. Donc, si je veux la liste des adhérents de Rabat, par exemple, je peux les avoir d'une façon très performante. Hein. Donc, ce serait un très bon exercice. Alors, évidemment, je ne vous laisse pas seul, donc on va le regarder au moins quelques indications ensemble. Alors, tout d'abord, l'exécution, une des exécutions possibles, ça serait par exemple que le programme m'affiche, voilà, l'association scientifique et culturelle, le nom de l'association, Menza par exemple, les adhérents de la ville de Rabat sont, le nom, l'adresse, le domaine, etc., avec à chaque adhérent son nom et puis son adresse, le domaine d'intérêt, le nom, l'adresse et le domaine d'intérêt, etc. Donc voilà ce que je veux qu'il soit affiché. Évidemment, on a ajouté là la ville, on a ajouté le domaine d'intérêt, etc. Mais on a ajouté la ville, on va l'ajouter comme information, tout simplement, on va l'ajouter autrement. Hein. Alors, d'où la question suivante. Alors cette question, c'est d'abord une indication. Je vous demande de justifier le choix de la structure suivante. Donc j'ai le nom de la ville, je l'ai sorti de ma liste ici d'informations. Je l'ai sorti ici. Je vous demande de me justifier le choix de cette structure. C'est simple. Hein. Dites pourquoi cela. Alors, petite remarque, je n'ai pas beaucoup de villes, hein, généralement une vingtaine, cinquantaine. Le nombre d'adhérents d'une ville donnée, ça peut être très très grand quand même. Hein, le nombre d'adhérents pour une ville donnée. Alors, deuxième question, si vous voulez, donner la déclaration complète de cette structure. Comment je vais déclarer cette structure? Remarquez ici que je n'ai pas une liste, j'ai une liste par ville, pour chaque ville. Autrement dit, qu'est-ce que je dois avoir? Eh bien, je dois avoir donc une structure qui contient le nom de la ville et le pointeur sur le premier adhérent. Voici une ville. Hein. Une ville, ça contient le nom de la ville et un pointeur sur le premier adhérent. Et puis, le tout, c'est un tableau. Composé de quoi? Composé de villes. Les villes, c'est tout ça. Hein. Les villes, j'ai 50 villes par exemple, au maximum. J'ai un tableau de villes. Maintenant, le premier de la liste, c'est généralement un pointeur sur le premier adhérent. Une autre liste, le premier, c'est un pointeur sur le prochain adhérent, etc. Quand vous faites donc, quand vous insérez un nouvel adhérent, il faut lire les informations, mais surtout, il faut lire le nom de la ville. Donc le nom de l'adhérent plus le nom de la ville. Vous cherchez d'abord la liste correspondant au nom de la ville en question. Hein. Vous cherchez et si vous trouvez la liste, le début de la liste, eh bien vous insérez. Peut-être qu'il n'y ait pas la ville en question. Dans ce cas, si la ville n'existe pas, il faut la créer. Dans tous les cas, il faut insérer donc le nouveau adhérent dans la liste. Voilà. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre leçon. On se reverra dans la leçon prochaine. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.